Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. Avant de rendre la parole à l'accusation pour la suite de l'interrogatoire, la Chambre souhaiterait annoncer ce qui suit. Compte tenu de l'importance de la déposition de ce témoin dans l'optique de la manifestation de la vérité, la Chambre a décidé, à la majorité des voix, de donner à l'accusation la matinée de demain pour poursuivre son interrogatoire. Quant à l'après-midi, elle sera mise à la disposition de la partie civile. La Chambre dira demain à la défense de combien de temps elle disposera pour l'interrogatoire de ce témoin. La parole est à l'accusation pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Merci, Monsieur le Président. Il me semble qu'avant la pause, une question avait été posée par la défense de Nunchia concernant la différence d'interprétation entre la version française et anglaise de la réponse qui avait été fournie par le témoin dans le document D233-2. Nous avons vérifié que la version Khmer semble en concordance avec la version française et non pas la version anglaise. Dans la version anglaise, il est dit qu'il n'était pas au courant, alors que dans la version française et Khmer, il est dit qu'il était au courant. Je voudrais simplement signaler qu'il me semble aussi que c'est plutôt dans la question qu'il pourrait y avoir une difficulté, mais qui est commune aux trois langues, puisque la question était posée de savoir est-ce que c'était cela qui était le motif de l'arrestation de M. Kit Chun et Chun Prasit. Or, ils n'ont pas été arrêtés. Et cela se voit dans la phrase suivante, toujours dans la même question des enquêteurs. Était-ce dû au fait que M. Yengsari était une personne influente pour que ces deux personnes ne soient pas arrêtées? Donc, je voulais simplement lever cette ambiguïté. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Monsieur le Président. Le Président, je vous en prie, vous pouvez poser votre question. Si je me souviens bien, avant la pause, Monsieur le témoin n'avait pas encore pu répondre à la question de savoir ce que cela signifiait avoir été mis en cause dans plusieurs documents. Et j'avais demandé, mais la Chambre n'avait pas tranché non plus cette question, de savoir si cela voulait dire avoir été accusé par quelqu'un. Peut-être que je me tourne vers vous, Monsieur le Président, savoir si je peux poser cette question, parce qu'il y avait eu une objection de la part de Maître Carnavas là-dessus. Le Président, vous êtes autorisé à poser la question au témoin.
Donc, Monsieur le témoin, que cela signifiait-il d'avoir été mis en cause dans plusieurs documents? Est-ce que c'était être accusé par d'autres personnes? Cette expression veut dire qu'une personne particulière a été dénoncée ou accusée, mais sans que l'on sache exactement par qui la personne en question a été mise en cause. Lorsqu'au ministère des Affaires étrangères, des personnes étaient mises en cause, et notamment Kitchun ou Chun Prasit, quelles étaient les conséquences de cette mise en cause? Comme je l'ai dit, lui-même, moi-même et les autres avons eu peur. Et concernant les personnes qui étaient mises en cause, est-ce que ces personnes devaient fournir des informations ou se justifier par rapport à ces mises en cause? Il n'y a pas eu de suite. Ces personnes sont restées travailler. Est-ce que ces personnes auraient dû rédiger des documents par rapport à ces mises en cause? Je n'en savais rien. Avant de passer à un autre sujet, je voudrais simplement revenir une dernière fois à l'histoire de Koutun que vous nous avez racontée et sur les conséquences à Shreng Shamre. Vous aviez dit qu'il n'y avait pas eu besoin de faire d'enquête parce que ces personnes n'étaient que des paysans et donc n'étaient pas proches de Koutun. Je voudrais lire les réponses que vous aviez fournies au juge d'instruction à ce propos dans le document D369/36. Et il y a 3 réponses qui nous intéressent en particulier. Ce sont les réponses 107, 108 et 110. Monsieur le Président, est-ce que j'ai l'autorisation de montrer ce document à l'écran et de le présenter aux témoins? Merci. Le Président, je vous en prie, huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre aux témoins.
Voilà, merci. Alors, la question 107 était la suivante. Je cite, « Monsieur, vous est-il arrivé de participer à des réunions à B1 concernant le fait que des gens de l'extérieur accusaient les gens de Shreng Shamre d'être des ennemis ?» Réponse, oui. Il m'est arrivé d'assister à des réunions qui se tenaient à B1 et il m'est arrivé de convoquer le personnel à des réunions à Shreng Shamre. Question 108. Je vous prie de nous raconter, un exemple concret, s'il y en a eu. Réponse 108. Par exemple, l'histoire de Koitun. Il a été l'objet d'accusations. Par conséquent, il a fallu convoquer et interroger les subordonnés de Koitun pour savoir ce que Koitun leur a demandé de faire ou pour savoir ce que eux, ils savaient des activités de Koitun. Et enfin la question 110, est-ce que dans la réunion au cours de laquelle on a examiné les documents d'accusation, il y avait la présence de M. Yengsari? Réponse, non, pas du tout. Il n'a pas participé à cette réunion. C'était moi qui lui ai fait un compte-rendu. Je lui ai rapporté que toutes ces personnes ne savaient rien et qu'il ne faisait qu'exécuter les ordres des dirigeants. Voilà, alors je voudrais simplement savoir si vous confirmez ce que vous aviez dit, parce que tout à l'heure, il m'a semblé entendre que vous aviez dit qu'il n'y avait pas eu d'enquête, alors qu'ici, dans les réponses que vous aviez fournies auparavant, il était clairement dit qu'il a fallu convoquer et interroger les subordonnés de Koitun. Merci de me donner votre réaction. Voici ma réponse à cette question. Le mot réunion ne renvoie pas à une enquête. Il ne s'agissait pas d'une enquête. Au cours de la réunion, des documents ont été étudiés et après la séance d'études, on a dit aux camarades de réfléchir à la question et de ne pas s'inquiéter. On leur a dit d'être honnêtes et de dire la vérité. Et qu'ils étaient censés poursuivre leur travail comme d'habitude si aucun problème ne se posait. Donc ce n'était pas une enquête, c'était une séance d'études. Merci. Vous avez parlé de séance d'études de documents. Quels documents avez-vous étudié durant cette séance à Shreng Shamre? Il y avait beaucoup de documents. Mais ceux dont j'ai parlé concernent les 12 principes moraux. Premièrement, il fallait aimer le pays ardemment. Par ailleurs, dans le document, il était dit qu'il ne fallait pas voler, ne fût-ce qu'un piment. Mais vous avez dit aussi que vous aviez rapporté à Yengsari que toutes ces personnes ne savaient rien. Donc est-ce que des questions leur ont été posées pour savoir s'ils savaient quelque chose à propos de Koitun et de son arrestation et des faits qui lui auraient été reprochés?
ខ្ញុំអត់យល់សំណួរទេ Je ne comprends pas la question. លោកតំណាងថាបញ្ញា Le président. Est-ce que l'accusation peut répéter la question? Le témoin n'a pas compris. Vous avez évoqué seulement une étude des 12 principes moraux. En même temps, vous avez dit à la réponse 110 que vous aviez fait un compte-rendu à Yengsari et que vous aviez rapporté que toutes ces personnes, donc à Cheng Samre, ne savaient rien, qu'ils ne faisaient qu'exécuter les ordres des dirigeants. Est-ce que, logiquement alors, si vous rapportiez que ces personnes ne savaient rien, vous leur aviez posé des questions pour savoir si ces personnes avaient des relations quelconques avec Koitun? J'ai parlé de la façon dont on procédait pour ces séances d'études. Chacun devait se critiquer. Chacun devait indiquer s'il était en relation avec Koitun. Chacun devait dire s'il avait fait quelque chose de nuisible. Ensuite, une discussion collective avait lieu et on décidait de la culpabilité éventuelle des personnes concernées. Et c'est ainsi que moi j'ai dit à Yengsari que ces gens n'avaient rien fait. Est-ce qu'on appelle ce type de réunion une réunion de biographie? Il y avait beaucoup de réunions. J'ai par exemple parlé de certaines réunions lors desquelles on essayait de rassurer les gens lorsque leur supérieur avait été arrêté. Ces réunions-là, on les appelait des réunions d'autocritique révolutionnaire. Mais cela va plus loin que ce que j'ai dit, parce que quand j'ai parlé de ces réunions, j'ai uniquement parlé du fait qu'on voulait rassurer les gens. Je vais maintenant venir à certaines de ces réunions qui portaient notamment sur des questions de sécurité et où la question des ennemis de l'intérieur avait été abordée. Vous en avez parlé hier. Lorsqu'il y avait des réunions concernant les affaires internes et la sécurité du ministère, est-ce qu'il y avait des comptes rendus qui étaient préparés? Réponse. En ce qui nous concernait, il n'y avait pas de procès-verbal des réunions car peu de personnes pouvaient écrire. Et alors de l'autre côté du ministère, concernant des réunions qui, vous nous avez dit hier, étaient présidées par Yengsari, est-ce que là, il y avait des comptes rendus qui étaient écrits? Réponse. La section des intellectuels.
bon, c'est-à-dire ces personnes et les étrangers, il y avait un compte-rendu de ces réunions. Je n'ai toutefois pas participé aux dites réunions. Et lorsqu'il s'agissait de réunions qui réunissaient à la fois les intellectuels et la classe paysanne, dirigée par Ieng Sary, est-ce que là, il y avait un compte-rendu qui était rédigé? Réponse. Il n'y avait pas de réunion mixte. Monsieur le Président, je voudrais maintenant montrer un document de l'époque. C'est le document E3/857 qui porte aussi la référence IS 18.49. C'est un rapport qui est intitulé en anglais Working with the Committees of Every Unit, daté du 12 septembre 1977. Il y a une version khmer qui s'étend des pages IRN 000-86707 jusqu'à 000-86713 et en anglais 0035 54 87 jusqu'à 94. À l'heure actuelle, il n'y a pas encore de traduction française de ce document. Je demanderai, Monsieur le Président, l'autorisation d'afficher ce document. Le Président. Je vous en prie. Et bien sûr, je laisserai quelques instants à Monsieur le témoin pour le feuilleter et le consulter. Alors, je voudrais poser une première question à Monsieur le témoin. Est-ce que vous auriez déjà vu ce rapport, ce compte-rendu, ou êtes-vous familier avec ce type de document? Réponse. Je ne me souviens même pas de mes propres documents. Comment pourrais-je me souvenir de documents qui appartiennent à d'autres? Presque 40 ans se sont écoulés. Peut-être pour vous aider, vous rafraîchir la mémoire, avec l'autorisation de la Chambre, il y a certaines indications dans ce document
qui laisse à penser qu'il s'agit bien d'un document de B1. Si la Chambre le souhaite, je pourrais lire les quelques mentions qui parlent de section de B1 ou du bureau. Le président. Allez-y, maître. Maître Carnavas. Je vous remercie, Monsieur le Président. De par le passé, la procédure a été de présenter un document au témoin, de lui demander s'il l'a déjà vu. Et bon, il y avait une question double de la part du procureur. Je n'ai pas soulevé d'objection, mais il n'est pas clair s'il l'a déjà vu. Il a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Mais s'il ne l'a pas déjà vu, si je comprends bien, il faut le lui retirer. Et on peut se servir du contenu du document pour poser des questions aux témoins. C'est comme ça que j'ai compris la décision. Ou à moins que la décision ait changé, ou il est fort probable que j'ai mal compris la décision, en fait. Le président, bonjour. Je vous remercie. Monsieur le procureur, veuillez suivre la pratique déjà établie pour la présentation de documents aux témoins. Surtout les documents à être versés au débat. Vous devez demander au témoin s'il connaît, s'il a déjà vu ce document. Sinon, la Chambre vous demandera de retirer le document. Merci bien, Monsieur le Président. Je pense alors que je vais me contenter de poser quelques questions de manière générale sur le contenu, mais sans viser des pages particulières de ce document. Donc, à mon avis, ce document peut lui être retiré. Le président, huissier d'audience, veuillez reprendre le document. La Chambre demande aussi à l'assistant des procureurs de retirer le document des écrans. Je voudrais simplement demander alors à Monsieur le témoin des précisions concernant les réunions internes. Vous nous avez parlé hier du fait que certaines de ces réunions parlaient d'ennemis et d'édification du pays et de défense du pays. Est-ce que certaines réunions auxquelles vous avez participé concernaient l'infiltration des ennemis au sein du ministère des Affaires étrangères? Réponse. Je vous remercie. Au sujet de ces réunions, j'ai une opinion personnelle de ce que signifie d'être un patriote envers mon pays. Les documents j'ai dû dire des choses pour convaincre les paysans de ce que signifie le patriotisme. Par exemple, j'ai dû inventer des choses. J'ai inventé une histoire pour qu'ils soient heureux et qu'ils comprennent, pour qu'ils comprennent bien le sens. Donc, par exemple,
Actuellement, je ne veux pas créer une histoire où il y avait un conflit entre le buffle noir et le buffle fier à cause du lapin. J'entends votre réflexion, monsieur le témoin, mais est-ce que vous pourriez en revenir à la question initiale qui était de savoir si les réunions portaient sur l'infiltration d'ennemis au sein du ministère des Affaires étrangères et sur le fait qu'il fallait rester vigilant. La réponse? Oui, bien évidemment. Et pas simplement l'infiltration au ministère, ou l'infiltration qui existait au ministère, mais à l'échelle du pays tout entier. Qui étaient ces ennemis qui essayaient de s'infiltrer à l'intérieur des rangs du parti, à l'échelle du pays et à l'échelle du ministère des Affaires étrangères? De quel type d'ennemis s'agissait-il? Réponse. Il est plutôt difficile pour moi de vous l'expliquer, mais je vais faire une remarque générale à ce sujet. L'ennemi principal était celui qui voulait détruire le monde. Ensuite, il y a ceux qui détruisaient l'environnement. La terre, l'eau, le vent, le feu. Ce matin, j'en ai parlé brièvement. Que nous oublions tous d'ailleurs. Le dossier 000. Nous n'avons eu que les dossiers 01 et 02. Qu'en est-il du dossier 000? Le président. Monsieur le témoin, veuillez s'il vous plaît garder votre calme et répondre à la question que l'accusation vous a posée. Vous devez écouter les questions et répondre directement à la question. Et cela permettra d'accélérer un peu la procédure, de sorte à ce que vous puissiez rentrer chez vous le plus rapidement possible. Je n'ai pas bien saisi, monsieur le témoin, ce que vous vouliez dire par celui qui voulait détruire le monde ou celui qui voulait détruire l'environnement. Est-ce que vous pourriez être plus précis et me dire qui pouvait être ces ennemis infiltrés à l'intérieur? Comment pouvait-on les débusquer? Réponse. À propos de la destruction du monde. Je ne peux pas vous l'expliquer aujourd'hui. Car ça me prendra au moins un mois à vous l'expliquer. Pour ce qui est maintenant de la surveillance des ennemis, je ne suis pas expert à débusquer les ennemis. Moi, je ne travaillais que sur les questions psychologiques, mes propres questions psychologiques pour être pur. Et une fois atteint la pureté, je pouvais voir l'ennemi de l'extérieur. Je n'avais personnellement aucune responsabilité en matière d'arrestation.
Président. Monsieur le témoin, veuillez répondre avec précision et de façon concise. Et si possible, veuillez aussi faire référence à la période. Quand vous parlez des ennemis infiltrés, ou plutôt, l'observation est pour l'accusation. Quand vous parlez des ennemis infiltrés, veuillez préciser la période pour que le témoin comprenne bien à quelle date vous faites référence. La Chambre a déjà rappelé aux parties de poser des questions simples, précises, faciles à comprendre, pour que le témoin comprenne bien ce qu'on lui demande et puisse répondre à la question. Toujours dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Il ne sert à rien de poser des questions compliquées que les témoins ne comprennent pas. C'est futile et ne permettra pas d'éclairer quoi que ce soit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je parlais bien de la période où vous étiez présent au ministère des Affaires étrangères et durant laquelle des réunions étaient menées et avaient pour objet notamment des ennemis qui étaient infiltrés. Et vous les avez dit à l'échelle du pays et à l'échelle du ministère. Vous venez de nous dire que une fois que vous auriez atteint la pureté, vous pourriez voir les ennemis de l'extérieur. Mais je ne sais toujours pas de quels ennemis il s'agit. Quand on parle d'ennemis infiltrés, s'agissait-il d'espions? Réponse. Je ne peux répondre à cette question. J'ai eu comme traduction, je ne peux répondre à cette question. Je voudrais savoir si vous ne connaissez pas la réponse ou si vous ne souhaitez pas répondre à cette question. Ce n'était pas très clair en français. Est-ce que vous pouvez m'aider? Réponse. Je ne suis pas expert en espionnage. Des choses de ce genre. Moi, je ne travaillais que sur les questions psychologiques pour les gens là-bas. Avez-vous jamais assisté, monsieur le témoin, à des réunions où était discuté le point de savoir combien de cadres ou de combattants au sein du ministère des Affaires étrangères étaient purs ou étaient bons et quelle proportion, par contre, ne l'étaient pas et étaient suspects? Est-ce que vous avez participé à ce genre de réunion où ces réflexions-là étaient menées? Réponse. Non. Lorsque vous avez dit que, effectivement, il y avait des ennemis infiltrés, est-ce que il y avait des discussions dans des réunions concernant l'infiltration par la CIA, le KGB ou les agents vietnamiens?
Réponse. Je ne comprenais pas bien ce type d'infiltration par les ennemis. Je l'ai su par d'autres, mais il n'était pas clair dans mon esprit ce que signifiait KGB ou CIA. Moi, je me concentrais sur mon travail, je voulais faire un bon travail, car si je ne faisais pas du bon travail, j'aurais dû me remodeler, me forger à nouveau. Que signifiait selon vous, monsieur le témoin, le fait de veiller à rester vigilant, la vigilance révolutionnaire? De quoi s'agissait-il à l'époque? Réponse. Cette expression vigilance révolutionnaire signifie il faut éviter que quelqu'un s'assoie sur notre tête et que l'on ne profite pas d'une position de supériorité en nous asseyant sur la tête de quelqu'un d'autre. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le Président, j'aurai un très gros document à produire aux témoins. Je ne sais pas s'il est opportun de le faire avant déjà que l'on marque la fin de la journée ou si vous préférez que je le fasse tout de suite. Cela demande quelques explications parce qu'il y a de grandes différences entre les versions anglaises, françaises et khmer. Et cela me prendra certainement 5 minutes déjà pour expliquer à chacun quelle version il convient d'utiliser. Le président. Je vous en prie, allez-y. Alors, il s'agit du document E3/522, mais il porte également un autre numéro E3, le E3/926, et le numéro suivant, D267/1/1.25. Ce document D267/5.1.25, c'est l'original en khmer, dont toutes les pages sont complètes et dans l'ordre. Et sur la base de ce document, une traduction anglaise a été faite qui est également complète. Par contre, vous avez également au dossier concernant la version française le document E3/925 qui porte aussi la référence IS 14.1. Il s'agit là, donc il y a une version khmer de ce document, de ce deuxième document. C'est le même document que celui que je viens de citer à l'instant, à partir duquel la traduction anglaise a été faite. Mais le problème avec ce document IS 14.1, c'est que énormément de pages ont été mélangées, qu'il y a des doublons et qu'il y a beaucoup de pages qui manquent. Or, c'est à partir de cette deuxième version que la traduction française a été faite. Et donc, dans la traduction française, je voudrais simplement le signaler parce que c'est important, on ne trouvera pas le texte, la traduction complète de ce document. Et c'est la raison pour laquelle j'essaierai de me référer également à la version anglaise.
Alors, après cette explication, Monsieur le Président, je souhaiterais pouvoir donner le document D267-5-1.1.25 aux témoins et que l'on puisse également l'afficher. C'est un très gros document qui fait environ 150 à 200 pages. គុំអាលតនចាត់ការលោកតំណាងលោក Le président. Veuillez s'il vous plaît attendre, monsieur le procureur. La parole est à la défense de Yangsari. Maître Carnavas. Merci, monsieur le président. Je suggérerais que l'on fasse avec ce document la même chose que l'on a fait pour le précédent, lui montrer au témoin, c'est-à-dire voir s'il le reconnaît, s'il l'a déjà vu, et sinon, nous n'avons pas besoin de passer à travers tout cet exercice de traduction et de pages, etc. Donc, on n'a qu'à suivre la procédure déjà établie. Merci. សូមជ័យលោកចក្រមសមាក្លាវ Le président. Monsieur le juge Lavergne, allez-y. Oui, peut-être avant de remettre ce document au témoin, on pourrait l'interroger à propos d'un cahier qu'il a déclaré lui-même avoir tenu. Je ne sais pas ce qu'il en est, je ne sais pas sur quel support notamment il tenait ce cahier, ça pourrait être intéressant de lui poser la question. Très bien, monsieur le juge. Monsieur le témoin, à l'instant, vous aviez parlé de notes que vous aviez prises dans un cahier. Vous souvenez-vous de l'apparence de ce cahier? Ce qui figurait sur la première page de ce cahier? Réponse. Je regrette, je ne comprends pas votre question du tout. Il y a quelques minutes, vous aviez dit que vous aviez pris des notes. Et je crois que c'était à propos de l'espionnage que vous nous aviez dit ça. Vous aviez pris des notes dans un cahier du temps des Khmers rouges, du temps du Kampuchea démocratique. Et que, apparemment, vous avez perdu ce cahier. Donc je voulais simplement que vous puissiez nous dire quelle était l'apparence de ce cahier, le format. Est-ce qu'il y avait des inscriptions qui étaient marquées sur la première page et à quoi ressemblait ce cahier à l'intérieur de toutes ces pages? Réponse. Le cahier, enfin j'ai peut-être déparlé. Non, c'était une feuille de papier. Et pliée en deux. À l'époque, nous n'avions pas de cahier. Mais je viens de voir sur la première page, enfin à l'écran, je viens de voir un singa, enfin un lion. Je suis désolé, Monsieur le Président, si la première page avait déjà été affichée avant que je pose la question, mais il ne semble pas en tout cas que le cahier de Monsieur le témoin corresponde à la description du document que je m'invite à lui montrer. Est-ce que j'ai l'autorisation maintenant de lui montrer ce document pour lui demander s'il l'a déjà vu? Le président, allez-y, je vous en prie. Huissier, veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin pour que celui-ci l'examine.
សូមអញ្ជើញតំណាង Le président. La parole est à la défense de Khieu Samphan. Je vous en prie, maître. La défense de Khieu Samphan. Merci, Monsieur le Président. J'ai une observation à faire au sujet de ce document. C'est un long document. Je vois mal comment le témoin pourrait examiner ce document. Va-t-il le lire dans son intégralité? Peut-être que le coprocureur pourrait être invité à dire, s'il souhaite, que le témoin examine une partie particulière de ce document. Le président. Merci. Est-ce que l'accusation pourrait préciser en demandant au témoin s'il a déjà eu ce document sous les yeux? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez déjà eu ce document sous les yeux précédemment? Je sais que vous n'avez pas encore eu le temps de le lire, mais si vous pouvez le feuilleter rapidement. Merci. បាទខ្ញុំគាត់តែមើលឃើញក្បាលឯកសារនេះឃើញថាខ្ញុំមិន J'ai lu l'intitulé du document et je peux dire que je ne connais pas ce document. Monsieur le Président, je demanderai au témoin de lire plus que l'intitulé qui n'a rien à voir avec le contenu. Et je voudrais également poser la question au témoin de savoir si ce document vous a été présenté par les enquêteurs des juges d'instruction lors de la phase d'instruction. Je n'ai jamais vu ce document. Monsieur le Président, je suis obligé de m'en référer à certains procès-verbaux d'audition où des questions ont été formulées aux témoins en se référant explicitement à ce document D267-5-1.1.25. Et si vous me permettez, je dirais que ça a été le cas dans le procès-verbal d'audition D369-36 aux questions 52, 61 et 67 au moins. Dans un autre procès-verbal d'audition D233-9, il nous apparaît que dans les questions 1, 2 et 3, il s'agit bien de ce document qui a été également présenté, mais là, très honnêtement, les juges d'instruction n'ont pas indiqué la référence exacte. En tout cas, dans le document D369-36, il est indiqué dans les procès-verbaux que ce document a été utilisé pour poser des questions aux témoins. Et donc, je voudrais reposer la question, avec votre permission, de savoir si ce document lui a été montré à cette occasion. Le président. La parole est à la défense de Ingsari. Maître Canavas. Merci, Monsieur le Président. Peut-être que l'accusation, ou plutôt, lorsque ce document a été présenté au témoin, il faudrait savoir si celui-ci a reconnu le document ou l'écriture. C'est ça la question à poser. Il faut que le témoin dise clairement
qu'il reconnaît le document et comment. Par ailleurs, rien n'empêche l'accusation d'utiliser le contenu du document. Mais, pour ma part, je ne vois pas en quoi le témoin aurait indiqué reconnaître l'écriture ou avoir vu ce document à l'époque, avant que ce document ne lui soit montré par les juges d'instruction, à moins que quelque chose m'ait échappé. បាទអរគុណប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះទំនងជាអាចខុសពីអ្វីដែលបងជំរះបានសម្រេចរួចហើយ Le président. Apparemment, cette situation est différente de celle sur laquelle la Chambre s'est prononcée. Le présent document a été utilisé par les juges d'instruction au cours de la phase d'instruction. Il s'agit là d'une situation nouvelle. Il s'agit de déterminer si le témoin a eu ce document sous les yeux dans le passé ou non. D'après l'accusation, ce document a été présenté au témoin pendant l'instruction. Ceci est indiqué dans le document D369/36. La Chambre voudrait savoir s'il s'agit d'une possible erreur commise par le témoin, ou bien est-ce que le témoin a oublié, et si tel est le cas, est-ce parce que le témoin n'avait jamais vu le document sous les yeux auparavant, ou bien est-ce que c'est le contraire? Bref, c'est une situation nouvelle. La Chambre autorise l'accusation à présenter ce document au témoin. Merci, Monsieur le Président. Je sais qu'on a dépassé 16 heures et je crois que les questions seront assez longues sur ce document. Est-ce que vous souhaitez ajourner l'audience maintenant ou est-ce que j'entame les questions aux témoins à propos du contenu de ce document? អង្គជំរះឲ្យលោកសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្គាល់នៅឯកសារនេះ Le Président. La Chambre vient de vous donner l'autorisation de poser des questions à ce témoin en lui demandant s'il a déjà vu ce document ou non. Ceci renvoie aux questions posées dans le document D369/36. Vous venez de citer une question qui avait été posée au témoin. Il s'agit d'une question dans laquelle était mentionné le document D267/5/1.1.25. Et ce n'est que demain que nous passerons aux questions suivantes. Oui, Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez alors nous dire si ce document, ou probablement des parties ou des pages de ce document, vous ont été présentées par les enquêteurs afin qu'ils recueillent vos réflexions concernant certaines questions de son contenu? Je ne sais rien de ce document. Je ne l'ai pas encore examiné de façon approfondie. Je n'ai pas examiné de façon approfondie ce document.
Je n'ai pas lu ce document, je ne peux pas accepter ce document. សូមបញ្ជាក់បន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមើលទៅ Laissez-moi préciser quelque chose. ខ្លឹមសារនេះប្រហែលជាដូចសម័យមុនសម័យប្រជុំអីគេមាននិយាយចឹងខ្លះខ្ញុំ À première vue, il semblerait que ce document porte sur des réunions qui auraient eu lieu sous ce régime. Mais je ne sais pas qui a rédigé ce document. En tout cas, je peux conclure qu'il ne s'agit pas de mon document. Le président. Voyons voir. L'accusation affirme que ce document a été présenté aux témoins pendant la phase d'instruction, à savoir le document D369/36. Autrement dit, monsieur le témoin, le document dont il est question vous a été présenté lors de votre audition devant les enquêteurs. À présent, ce document vous est présenté. Il ne s'agit pas de vous interroger sur l'intégralité du contenu de ce document, mais seulement sur une partie. C'est la raison pour laquelle l'accusation vous pose des questions, en s'appuyant sur les réponses que vous avez données au juge d'instruction. La Chambre va vous laisser du temps pour examiner ce document, après quoi nous reprendrons les débats. La Chambre veut tout particulièrement savoir si ce document vous a été présenté par les enquêteurs au cours de la phase d'instruction. Il s'agit de notes du ministère des Affaires étrangères, document D267/5/1.1.25, ERN 0042 78 26. Ce qui compte, c'est de savoir si ce document vous a été présenté. Vous auriez dit avoir reconnu ce document. Demain matin, veuillez vous présenter un peu plus tôt, avant le début de l'audience, afin d'avoir le temps d'examiner le document en question. Bien. Il est plus que temps de lever l'audience. Les débats reprendront demain matin. Vu l'importance de la déposition du témoin Salot Ban, celui-ci est invité à se présenter à nouveau demain. Le témoin devra examiner le document avant le début de l'audience. Par conséquent, il est prié d'arriver avant le début de l'audience. Le conseil du témoin est également invité à se présenter demain. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin en vue de l'examen de ce document. Veuillez le ramener dans le prétoire avant 9 h demain matin. Agent de sécurité, veuillez conduire les accusés au centre de détention. L'audience est levée.